C'est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bien. Donc vous êtes bien sur RDI. Nous sommes en direct des studios de RDI. Luc Germain est bien entendu confiné chez lui, donc il sera en direct de chez lui. Et Georges-Michel Caram est sur notre plateau. Donc vous êtes en direct sur Facebook et en radio. Bonjour Luc. Bien, bonjour à tous. Bonjour Georges-Michel Caram. Vous êtes président du comité régional des pêches maritimes de Guyane. Avant d'engager cette conversation à bâton rompu entre nous, on peut essayer de poser un peu le cadre. Alors, ce qu'est la pêche en Guyane, ce sont les chiffres du fameux rapport Deloitte, qui date de 76 à 77 pour les statistiques. C'est 20 millions de chiffres d'affaires, grosso modo, une surface maritime de 350 km. C'est 470 marins inscrits au rôle. Alors, vous nous direz si les effectifs ont augmenté ou pas. C'est 3 emplois indirects pour 1 emploi direct. Et c'est aujourd'hui un secteur d'activité qui se trouve confronté à la crise du coronavirus. Donc, Georges-Michel Caram, pouvez-vous nous dire où en est la situation aujourd'hui? Est-ce que les bateaux artisanaux, est-ce qu'ils sortent en mer aujourd'hui? Bonjour à toute la population. Oui, les bateaux de la pêche artisanale sortent encore aujourd'hui. Oui, les bateaux de la pêche artisanale capturent du poisson pour nourrir la population. Mais c'est là que le bas arrive, parce qu'ils ne peuvent pas écouler l'ensemble de leur production. Et les usiniers, autant qu'ils soient, ne peuvent pas prétendre à l'achat de tous ces poissons sans pouvoir payer les armateurs qui livrent aux usiniers. Donc ça nous met dans une problématique parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils auraient pu prendre, en étant payés par les cantines, par les restaurants, par toute la population, si elle achetait vraiment du poisson au cul des bateaux, donc ça aurait été quelque chose de très bien. Mais maintenant, nous sommes confrontés à un problème, c'est que nous sommes censés être en très mauvaise saison et que nous avons du poisson comme en bonne saison. Donc, c'est une problématique pour nous, parce qu'il faut savoir que tous ces bateaux qui sont en mer et qui partiront en mer, comment vont-ils faire pour pouvoir liquider leur pêche? C'est vrai Oui, Georges-Michel, je vous entends assez mal. Je ne sais pas si on peut améliorer la communication entre nous, mais enfin, j'ai saisi à peu près ce que vous disiez. J'observe que dans le dispositif coronavirus, le plan d'urgence mis en place par le gouvernement, les magasins et notamment les points de vente de poissons et crustacés restent ouverts. Mais je comprends bien également, enfin j'ai cru comprendre, que si effectivement les restaurants et certains magasins d'alimentation ne s'approvisionnent pas chez vous, ça vous pose un problème. Alors, le problème, si je comprends bien, il est aujourd'hui lié à la distribution, ou est-ce que vous avez segmenté? Vous dites en fait c'est parce que les restaurants ont fermé, donc plus de poissons, ça nous crée une perte de chiffre d'affaires. De toute façon, nous sommes en perte de chiffre d'affaires. Les pêcheurs doivent aller pêcher. Ils sortent. Ils ont l'essence, ils ont la glace, ils ont les vivres, ils ont mis leur bateau en état. On a fait la VAE, donc ils ont des marins, ils partent. La problématique reste et demeure quand ils rentrent. Ils ont du poisson. Maintenant, on nous a proposé de faire de la vente en direct sur la population, ou via le MIR, ou via les GMS. Les GMS, c'est 20% de la production locale. Mais il reste quand même 80%. En admettant que le MIR, c'est quand même 110 tonnes, comme m'a dit monsieur le responsable du MIR, ça ne couvre pas le total. Un des usiniers m'a dit qu'en 2 jours, il a pris 30 tonnes de poissons. Maintenant, il faut payer ces 30 tonnes de poissons sur 6 ou 8 navires. Il faut payer les armateurs, parce que les armateurs, eux, ils ont des marins à payer, ils ont les charges sociales à payer. Ils ont tous fait des moratoires pour pouvoir toucher le PCS. Et les banques, il y a peut-être que le coronavirus, d'accord, mais les banques continuent à travailler et continuent à réclamer des sous aux armateurs. Donc nous sommes dans une espèce de spirale de fou sur laquelle le seul et unique moyen, c'est que l'État français prenne ses responsabilités.
On a prévenu, ils ont fait sortir toutes sortes de problématiques sur lesquelles on parle que de l'Hexagone, on ne parle pas des DOM. J'ai pris ma responsabilité pour écrire au comité national, comment appelle-t-on ça, au préfet, pour leur dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, les sénateurs ont pris la relève. Monsieur le président de la CTG a pris aussi la responsabilité d'écrire de manière à pouvoir savoir comment nous allons faire pour pouvoir passer cette crise. Parce qu'il faut savoir que si nous n'arrivons pas à fournir du poisson en Guyane, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas sortir et qu'on mette le personnel en chômage partiel, et bien qu'on sait que c'est une... Bon, je préfère ne pas m'exprimer parce que j'y crois pas tellement. Après toutes les années de grève que nous avons faites, où est-ce qu'on devait mettre le personnel en grève, ça n'a pas tellement fonctionné comme on le prétendait. C'est au chômage partiel que vous ne croyez pas, c'est ça? Le dispositif du chômage partiel? C'est pas moi qui ne crois pas. Moi, je suis président de CRPM. Moi, je fais passer les lois. Moi, je fais passer les lettres qu'on m'envoie. Je transmets aux armateurs. Maintenant, eux, ils sont libres de croire, de ne pas croire. Mais il faut savoir que c'est eux, à chaque fois, qui ont pris la calotte. Hein. Excusez, parce que ça va être deux fois Georges-Michel Caram, on va commencer, on va comme préciser 2 ou 3 choses. Oui. La première, c'est que le plan d'urgence coronavirus s'adresse à tout le monde, et autant aux entreprises de l'Hexagone que celles de l'outre-mer. Et d'ailleurs, vous avez vu les organisations socio-professionnelles, MEDEF, FTPE, CGPME, tout le monde s'est ligué et associé. Et en tout cas, pour faire aboutir au moins le décret qui est sorti le 31 mars et qui prévoit notamment cette fameuse aide directe de 1 500 € pour les artisans, et manifestement, la plupart des petits pêcheurs se trouvent dans ce cas-là. Il y a ces fameux 1 500 €, le report des échéances sociales et fiscales. Il y a également les aides. Alors, ça, ce sont des aides directes, donc ça, ce sont des subventions d'exploitation. La CTG, les EPCI ont mis en place un dispositif de prêt à taux zéro avec 24 mois de différé d'amortissement. Ça veut dire que pendant 24 mois, les artisans n'auront pas à rembourser ces prêts. Donc, il y a des mesures, mais on sait bien, comme l'a dit hier notre invité qui était frigoriste, qui avait une perte d'affaires de plus de 70% en 15 jours, on sait bien qu'effectivement, il y a d'autres besoins en raison de la taille des entreprises d'outre-mer. Donc, vous écrivez, vous voyez les parlementaires, vous écrivez au ministre, mais est-ce que vous ne passez pas à côté de l'occasion de faire un front commun avec l'ensemble des organisations socio-professionnelles qui, aujourd'hui, essaient de travailler sur une plateforme commune? Il y a une chose que vous oubliez, une chose, c'est que dans ce plan d'aide, il faut être à jour de ses charges sociales et fiscales. Et là, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en Guyane qui le soient. C'est-à-dire qu'ils mettent quelque chose à notre disposition, sachant que pertinemment que nous ne pourrons pas faire face. Il faut avoir des bilans positifs. Et ça, c'est pas prouvé. Il faut bien lire, monsieur. Déjà, il faut bien lire. Il faut bien lire ce qu'on nous dit. On nous fait croire. Enfin, c'est pas le préfet, c'est pas la responsabilité de l'ADM, ce sont des personnes qui exécutent des ordres. Mais l'État français nous fait croire qu'on va pouvoir bénéficier de quelque chose, sachant que le système, le tissu économique de la Guyane n'est pas bon. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je le dis devant tout le monde. Non, mais, je le dis à la radio, en Monsieur Henri-Georges Caram. Non, Georges Michel. Georges Michel. Georges Michel Caram. Ça fait quand même une dizaine de jours que les représentants des petites et très petites entreprises le disent sous tous les tons. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se coalisent. C'est pour dire, nous savons très bien qu'il y a en Guyane un nombre significatif de très petites entreprises qui ne sont pas à jour de l'obligation sociale et fiscale, qui n'en sont même pas au stade du moratoire. Et donc, la démarche actuellement, ce serait de demander un moratoire avec un certain nombre de dispositions, de contreparties quand même, parce qu'on ne peut pas effacer toutes les dettes d'un trait de plume, des garanties avec des déclarations sous l'honneur, etc. Donc ça, Monsieur Caram, c'est quelque chose qui est à l'étude. Donc visiblement, je dirais que c'est vous qui n'êtes peut-être pas suffisamment à la pointe de cette information-là sur ce qui se passe en Guyane pour venir en aide aux plus petites entreprises, telles notamment que les artisans de pêcheurs. Monsieur. Donc la question c'est, Monsieur Caram, la question c'est,
Êtes-vous en mesure, à vous tout seul, de réaliser des orientations qui auront une chance de réussir, donc d'être acceptées par le gouvernement, ou ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps de mettre en place une plateforme commune? Je vais vous répondre. Est-ce que vous savez que dans la filière, il y a 75 navires et que pour une grande partie, il y a des personnes qui ne savent même pas lire? Est-ce que vous vous rendez compte oui, de monsieur Non, vous me posez des questions que je ne suis pas capable de... Tout ce que vous avez dit là, tous les armateurs sont déjà au courant, tous les usiniers sont au courant, tout le monde est au courant. Voilà, donc... Les 1500 euros, c'est quoi 1500 euros? C'est quoi 1500 euros pour un pêcheur artisan qui, quand il fait l'armement de son bateau, il dépasse largement, mais largement les 1500 euros. Il faut vous mettre dans le contexte, monsieur. Il ne faut pas venir critiquer ou dire qu'on n'est pas capable ou on a... Non, on est capable. Je tiens à vous faire remarquer que je suis le président de la commission des entreprises de Guyane au sein de la CCIG. Donc tout ce que vous me dites là, peut-être qu'avant vous, je suis au courant. Seulement, quand je le transmets aux armements, qu'est-ce qu'ils me répondent? Parce que ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai demandé à M. Alexandre en pleine réunion. Comment appelle-t-on ça Conférence de presse, dans la réunion, de nous donner des personnes capables de monter ces dossiers pour des personnes qui ne sont pas capables. Il m'a dit, la dame m'a dit, nous vous contacterons. Ça fait 3 jours, je n'ai pas eu de contact du tout. Ma secrétaire, ce matin encore, je lui en ai parlé, elle n'a pas eu de contact non plus. Et c'est pas elle, c'est pas aux agents de CRPM qui sont hyper débordés avec tous les problèmes que je vais demander encore d'aller faire des dossiers pour les armements. Il faut qu'on nous mette du monde à portée de main. Il faut qu'on ait des personnes capables économiquement de monter les dossiers, en étant conscient que la structure de la filière, on est sur des bases branlantes. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et moi, je ne vais pas m'amuser à aller dire à un pêcheur, allez vers une banque ou allez vers une BPI, qui la banque est frileuse, elle ne veut pas travailler avec nous. Et à la BPI, on veut dire, je vous aide à une condition, c'est qu'on est une banque qui vous soutienne et que, comme l'a répété dans la dernière conversation que nous avons eue à Bruxelles, quand la BPI dit que nous posons des... Vas-y, continue. Quand nous posons les charges pour être payés, les comptes sont vides. Est-ce que vous pensez que moi, je peux dire à ma profession, allez vous endetter une fois de plus? Parce que beaucoup vous ont dit, oui, c'est bien, mais c'est encore une dette. Et puis, on ne sait même pas quelle est la suite de la crise. Alors, Monsieur Karam, moi, je vous pose des questions. Vous savez réfléchir assez vite. Mais je réfléchis aussi vite que vous. Non, mais je vous réponds. D'abord, une précision. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas capable. Ce que je vous dis, c'était, est-ce qu'il n'était pas temps? Et je reprends l'exemple de cet article. Aujourd'hui, n'a pratiquement plus de chiffre d'affaires et qu'il pense qu'il fermera dans 15 jours. Donc, il est dans une situation dramatique qui est équivalente à celle, j'imagine, des artisans pêcheurs qui se retrouvent, eux, sans possibilité d'écouler leurs marchandises. Donc, lui, la question posée, c'est de dire, je me suis rapproché de la banque. Bien. Mais l'autre question qu'il posait, c'était, y a-t-il des interlocuteurs? Il y a les EPCI, il y a la chambre de commerce, il y a la chambre de métier qui s'adresse aux artisans qui ont monté une plateforme. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sans information. Et il me semble que les très petites entreprises, d'ailleurs, elles appellent ce fameux numéro vert qui a été mis en place, de même qu'elles font appel. D'ailleurs, ça déborde de partout. Alors, la question, c'est effectivement de dire quelle démarche, comment aider. Il y a un accompagnement des très petites entreprises et des artisans. C'est à la fois mis en place par l'État, mais il y a sur ce plan-là aussi des récriminations parce que l'offre de services ne répond pas à l'ampleur de la demande. Il y a aussi les assemblées consulaires qui mettent à disposition des très petites entreprises et des artisans des gens, donc un numéro de téléphone. Alors, il y a un engorgement, mais la question, c'est bien de savoir si les régions en elles-mêmes, donc les territoires, sont en mesure aujourd'hui de s'organiser pour faire pression et pour obtenir ce fameux plan Marshall qu'on évoquait hier, qui permettrait effectivement d'abonder les comptes des entreprises qui aujourd'hui ne font plus de recettes. Donc la question qui est pendante depuis le début, c'est de rechercher les moyens. Donc, vous me posez une question et vous y répondez. Ah bah oui, non mais parce qu'il y a déjà des réponses.
J'ai répondu vos interrogations. Les artisans pêcheurs ne savent pas où s'adresser. Pas du tout. Monsieur Germain, je ne suis pas contre du tout. La problématique reste et demeure, c'est que, en tant que président, j'écoute, j'analyse, je transmets aux armateurs, et c'est les armateurs, eux, qui vont savoir s'ils ont les reins assez solides pour répondre à la problématique du prêt remboursable à taux zéro dans 2 ans. Comment va se terminer? Parce que moi, j'ai répondu au comité national, je suis ouvert à toute discussion et je suis apte à travailler avec tout le monde. Le problème qu'il y a, c'est que, moi, j'ai 60 armateurs. J'ai 5 usiniers, j'ai des marins, j'ai des capitaines. Tout à l'heure, vous avez dit que nous étions 400. On est 3000. Non, je disais 400 marins, 470 toute la marins profession. toute la profession. Ouais. Parce que, alors qu'il est, vous aviez des marins qui, alors qu'il est, vous avez des pères de famille, vous avez des personnes qui ont des enfants, et des fois, ils viennent me trouver dans mon bureau et me disent, Monsieur Karam, on m'a pas payé. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je dois prendre mon téléphone pour dire, pourquoi tu payes pas, pourquoi tu l'aides pas? Il a le bus à payer, il a le téléphone à payer, il doit acheter à manger, ils ont des enfants. C'est-à-dire que à une époque, la pêche était quelque chose de... on disait, si tu travailles pas à l'école, c'était surtout le jargon qu'on nous disait, nos parents et nos grands-parents. Si tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir pêcheur. Moi, j'ai bien travaillé à l'école, mais je suis pêcheur quand même. Donc, ça vous fait peut-être rire, mais moi, ça ne me fait pas rire, parce que je suis dans un contexte, alors qu'il est aussi bien qu'en métropole, où est-ce que nous avons des personnes qui sont, même s'ils sont d'origine étrangère, comme je le dis si bien, ce sont des hommes qui travaillent en mer, et la mer, c'est le début du secteur de la pêche. Ensuite, vous avez le secteur usinier. Et les usines, elles ont des problèmes aussi. Donc, comment voulez-vous faire quand, disons, hier, il y a un de mes collègues qui m'a dit, la pêche, il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Papa, c'est la mère. Maman, c'est les usiniers. Et les enfants, ce sont toutes les personnes qui sont autour de ce secteur. Nous avons la chance d'avoir un plateau continental de 351 km de côte sur 600 km de large, si on peut dire ça comme ça. Nous avons le segment pêche-turier que nous n'avons pas encore commencé à exploiter. Nous avons le secteur pêche-crevette et pêche-vivano qui se débrouille pas mal. Après, nous avons le secteur de la pêche poisson blanc. Et pour l'instant, tous les armateurs qui sont basés en Guyane se basent sur le poisson blanc. Mais l'avenir de la pêche, ce n'est pas que le poisson blanc. Aujourd'hui, on est dans un système de coronavirus. D'accord, on met en place des aides pour le coronavirus qui va vous faire perdre des exploitations. D'accord, mais Monsieur Germain, est-ce que vous avez une seule assurance de tout ce qui a été dit? Je n'accuse personne. Le président de la CTG est parfaitement à côté de moi. Le préfet est parfaitement à côté de moi. Le responsable de l'ADM, elle est en contact avec moi. S'il y a des problèmes, je règle les problèmes avec elle pour que les bateaux puissent sortir et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais nous avons un secteur spécial. Il faut pouvoir comprendre que nous avons un secteur spécial. Nous envoyons les bateaux rentrent avec leurs poissons. Les usiniers sont pris à la gorge et il faut trouver une solution de débloquer les usiniers pour que le secteur puisse continuer à travailler. Je ne sais pas en quel mot il faut le dire, et il y a urgence. Écoutez, Monsieur Karam, c'est simple. Moi, ce que j'ai suggéré, ce que j'ai imaginé, c'était qu'effectivement, l'ensemble des usiniers, des pêcheurs, des opérateurs du secteur de la pêche pouvaient se rassembler dans le cadre d'une organisation collective faisant le diagnostic du secteur. C'est le CRPM, c'est le Comité régional des pêches de Guyane. Donc, si vous en êtes là, la démarche suivante, c'est moi qui vous pose la question. Vous avez analysé la situation. Vous dites aujourd'hui, moi, si je comprends bien ce que vous me dites depuis le début, c'est il n'y a pas d'autre solution que de mettre en place un plan d'intervention exceptionnel
à destination. Alors, si c'est que de la pêche, il n'y aura pas que de la pêche, à mon avis, parce qu'il y a d'autres entreprises en Guyane qui sont confrontées à mes difficultés. Mais si vous formulez une proposition, laquelle faites-vous? Le secteur de la pêche, c'est le secteur de la pêche. Le secteur agricole, c'est le secteur agricole. Le secteur du bois, c'est encore une autre problématique. Le secteur de l'orpaillage, c'est encore un autre problème. Nous savons, pour le secteur de la pêche, je suis le président du comité des pêches, j'assume. Je prends des coups de bâton, j'assume. Une chose est certaine, c'est qu'à l'heure qu'il est, on est en train de se battre à cause d'un fléau qui touche le monde. L'État met en place certaines dotations qui vont pouvoir permettre. Elle ne vous dit pas quand, elle ne vous dit pas quand et elle ne vous dit pas comment. S'il faut faire avoir des comptables qui sont capables de gérer, parce que tous les armateurs, alors qu'il est comme ils ont prétendu au plan de compensation des surcoûts, ont des plans comptables, ont des bilans, ont des choses. Ils vont peut-être arriver à monter des dossiers, mais c'est à eux et à eux seuls de décider. Je ne peux pas dire, en tant que président, tu vas être obligé à aller faire quelque chose. Ce n'est pas moi qui tiens la comptabilité de ces entreprises. Ce plan a été mis en place, d'accord. Ce plan est transmis, d'accord. Mais ce n'est pas moi qui prends la décision pour l'ensemble des entreprises de Guyane, c'est-à-dire les 65 armateurs que nous avons en Guyane et 75 bateaux licenciés à l'heure qu'il est. Donc la question qui se pose, M. Karam, la question qui se pose, c'est, alors est-ce que ces 65 armateurs de Guyane sont en mesure de prendre leur crayon, de dire voilà, et d'écrire page 1, page 2, page 3, voilà quelle est la situation, voilà quelles sont nos propositions, quelles sont nos attentes, et avec une horizon de temps en disant nous sommes en train de mourir à partir de maintenant parce que nous n'avons pas de trésorerie, donc nous attendons la mise en place d'une dotation exceptionnelle. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Mais je l'ai déjà fait. C'est pas public. Je l'ai déjà fait. J'ai été soutenu par les usiniers. Je ne peux pas dire le contraire. Nous avions prévu, on n'avait pas prévu que le Corona-19, le coronavirus, allait arriver. Mais on avait prévu que pour cette mauvaise saison, parce que je répète, nous sommes en mauvaise saison et nous pêchons aussi bien qu'en bonne saison. Donc la problématique reste et demeure en pleine saison des sargasses. Tous les bateaux, normalement, devraient être à terre pour être nettoyés, calfeutrés, recommencer, repeindre, tout ça, repasser les visites pour que les bateaux repartent en bonnes conditions. Mais on n'a pas ça, on a le coronavirus. Le coronavirus, on nous dit, ah oui, il y a un plan de compensation pour le surcoût. C'est-à-dire qu'il faut que l'usinier paye en fonction des tonnages qu'il aura pris, et à ce moment-là, on va le rembourser. Mais si vous dites qu'il n'a pas de trésorerie et qu'il n'a pas de banque qui le soutient, comment fait-on? Sachant que les cantines sont fermées, les restaurants sont fermés, ils ne peuvent pas vendre localement le produit qu'ils ont acheté. Les avions sont bloqués. Il y a un usinier qui m'a dit, il y a un des conteneurs, on m'a dit de bloquer les conteneurs pour eux, en espérant que ça finisse très vite pour qu'on puisse renvoyer les conteneurs de poissons. Nous sommes, monsieur, dans une spirale dans laquelle... je crois que beaucoup de personnes n'ont pas encore pris la conscience et la dureté de la chose. C'est quelque chose de très dur. Parce que moi, quand je vais devant les... je suis rentré hier, j'ai pris 400 coupes à rouge. Ça fait 3 jours que c'est là. Comment je fais? Et les frontières sont bloquées. L'usine ne prend pas. Bah, écoutez, vous êtes à ma place, moi je suis l'armement, je vous dis, qu'est-ce que vous lui répondez? Je vais voir l'usinier, l'usinier me dit, Georges, 15 tonnes, 12 tonnes, à la fin du mois, 130 tonnes. Je fais comment, papa? Et je ne vais pas raconter des blagues, il me donne des chiffres, il me donne des noms, il me donne des... Et c'est fait. Donc, comment je peux répondre à cette demande, à cette manne financière qui bloque les usines et bloque les armateurs, sachant qu'on nous dit d'aller pêcher pour nourrir la population. Et la population, si on était comme en Martinique, en Guadeloupe, il n'y a pas de problème. On arriverait à vendre plus que 40, 45, 50%. Donc les usiniers seraient soulagés. Mais la population de la Guyane ne mange pas de poisson.
C'est quand tous les Chinois Alors, seront bon. vides et qu'on va leur faire payer une boîte de cassoulet les 40 € que là, à ce moment, ils vont se retourner sur le poisson. Excusez-moi, Alors, bon, excusez-moi, mais non, mais je suis d'accord. Alors, au le- fait de tous les problèmes qui se passent à l'heure qu'il est. Je me permets d'aller chez tout le monde, parler avec tout le monde, pour pouvoir trouver une solution avec ces gens. Luc, moi j'ai une question. Oui. Donc, Mm. Georges Michel Caram, pour bien comprendre, le problème des usiniers, est-ce uniquement un problème de trésorerie pour acheter le poisson Oui. ou est-ce que c'est pour le stocker? Parce qu'on a bien compris que s'ils n'arrivent pas à vendre le poisson qu'ils rentrent dans l'usine, qu'ils achètent, à un moment donné, au niveau de leur trésorerie, ils sont bloqués. Mais ceci étant dit, si jamais, imaginons par exemple qu'ils puissent obtenir de leur banque un prêt exceptionnel pour pouvoir continuer à recevoir du poisson, est-ce qu'ils seraient en capacité de stocker ce poisson? Ça coûte très cher de stocker. Ça coûte très très cher. Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce qu'il y a une capacité? Non, l'espace, oui. D'accord, donc il y a une capacité à stocker. Oui. Donc la question, c'est comment régler cette capacité à pouvoir payer ce poisson qui arriverait sur des navires, finalement. Faire face aux factures d'électricité allant à 10 000, 12 000 €. Parce qu'il ne faut pas oublier que les congélateurs, pas des congélateurs, ce sont des chambres froides qui tournent à l'électricité, ça coûte très cher. L'eau aussi. Alors, vous avez noté que dans le dispositif, les différentes mesures qui ont été proposées par le gouvernement et qui font l'objet des différentes ordonnances, il est prévu également un report des factures d'eau et d'électricité principalement. Alors, pour les petites entreprises et pour d'autres également, il faut simplement établir la réalité des faits. Donc ça, c'est un dispositif qui est en cours. Maintenant, quand si les entreprises ont des comptables, ça veut dire qu'elles sont en mesure de négocier. Vous avez cité la BPI, mais des banques auxquelles l'État dit vous prêtez, on vous demande de prêter, nous garantissons 300 milliards d'euros. On vous demande de prêter sans d'autres garanties. Est-ce que là, on a répondu à une partie du problème ou on est complètement à côté? Je pourrais vous répondre cet après-midi après 19h parce que j'ai rendez-vous en réunion demain après-midi après 19h parce que nous avons une réunion avec le préfet au niveau du secteur bancaire dont le sénateur patient et qui est chargé s'occupe de ça très précisément. Je sais qu'une des usines a demandé ce fameux plan d'aide au stockage et on lui a répondu niet. Alors, sur Facebook, Joël Pied indique qu'il y a une structure, une association, l'Agromère, qui a été créée en février dernier pour faire valoir la problématique de la filière et qui regroupe donc les transformateurs et les poissonniers. Est-ce bien ça, Georges Michel Caram? Oui, c'est parfait. Nous travaillons de commun accord. D'accord. Et donc, est-ce que cette structure-là, justement, se mobilise Oui, elle est mobilisée à 100%. Dans cette affaire-là également? Oh oui. D'accord. Tout le monde est mobilisé pour essayer de trouver une solution. Tout le monde est mobilisé pour trouver, même Joël d'ailleurs. Donc vous disiez qu'il y a 18 bateaux, c'est ça, en mer hier vous disiez qu'il y avait... Il y a des bateaux en mer. Il y a toujours des bateaux en mer. Il y a plusieurs bateaux en mer, oui. Donc ils doivent rentrer prochainement? Il y en a un qui est rentré aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a pêché. Et je sais que Christian m'a dit qu'il avait aujourd'hui 3 débarquements. Donc ça fait 4 bateaux qui sont rentrés, on ne sait pas. Je ne sais pas. Parce qu'il faut oublier que Agromer joue la solidarité, là. Il joue la solidarité par rapport à la pêche artisanale. D'accord. Je vous écoute. Il existe un fonds européen pour les affaires maritimes, notamment, qui est intervenu en Guyane à hauteur de 2,5 millions. Est-ce que c'est une piste que vous envisagez? Alors, on sait bien que les fonds européens n'arrivent pas tout de suite, ça c'est clair. Mais on voit bien que tout le monde essaie de tirer partout. Et donc, entre le court terme auquel tout le monde trouve une solution, et c'est ce fameux plan Marshall, le plan d'exception, mais je pense que vous devriez y arriver aussi. Enfin, à mon avis, il me semble que toutes les entreprises qui sont aujourd'hui en danger de mort, et une hécatombe annoncée dans le milieu artisanal, dans les TPE, qui semble être qui est une réalité qui est constatée aujourd'hui parce que vous avez des faillites d'entreprises, il y aura ce plan-là, il est en cours d'élaboration. Et donc, moi, il me semblerait utile que les professionnels de la pêche adhèrent à cette démarche-là, hein, bien entendu. Mais deuxièmement, est-ce que les fonds européens à venir et auxquels vous êtes éligibles ne sont pas une des ressources qui vont permettre aux entreprises de survivre
après les 3 ou 4 mois qui viennent. Les fonds européens, vous avez déjà essayé de monter un dossier de fonds européens? Oui, c'est très lourd, c'est très long. Mais je suis d'accord. Mais maintenant, on peut effectivement... C'est compliqué, c'est compliqué. Oui. Et la chose la plus importante, c'est être à jour de ces dettes sociales et ces dettes... Alors ça, oui, mais monsieur mais ça bloque tout, vous monsieur. avez que ça... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais ça bloque tout. Ça bloque tout. Ces deux choses bloquent tout le système. On ne peut pas avoir accès si on doit. Et ça bloque tout, et ça bloque la Guyane entière. C'est pas moi seul, c'est tous les secteurs que je vous ai nommés tout à l'heure là qui sont bloqués à cause de ces deux mots. C'est comme nous avec les 2 millions d'euros. Ils nous ont dit ils vont prendre les 2 millions d'euros sur un fonds de préfinancement. Un fonds de préfinancement. Le mot préfinancement a bloqué. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais touché. On est en train de remonter là. Monsieur Philippe Loss est parti. J'ai vu avec monsieur Bouchard. Pas de réponse, monsieur. À cause d'un mot. Alors, les artisans de Guadeloupe ont fait circuler une lettre hier en demandant à l'État de supprimer purement et simplement les arriérés des dettes sociales et fiscales pour l'ensemble des très petites entreprises de Guadeloupe, demandant effectivement aux entreprises d'outre-mer de s'y associer. Êtes-vous au courant? J'ai lu. Non, franchement, non, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas reçu de documents de... Bon, ça n'a peut-être pas fait l'effet d'une large diffusion, mais ce qui veut dire, c'est que les problèmes que vous évoquez sont manifestement partagés par l'ensemble des départements d'outre-mer. Entièrement d'accord, nous en avons parlé. L'ensemble des départements d'outre-mer. C'est pour ça que je ne tourne pas autour du pot, mais je dis clairement que on sent bien, puisqu'il y a des problèmes complètement similaires entre les professions déjà. Je parle des très petites entreprises qui sont vulnérables et qui sont déjà en train de souffrir de la crise, en Guyane et sur l'ensemble des départements d'outre-mer. Donc, il y a, me semble-t-il, quelque chose à faire dans ce domaine-là. Alors, la question, vous avez une réunion cet après-midi, vous l'avez indiqué, vous aurez peut-être... Demain, quelle réponse attendez-vous de cette réunion qui apparemment devrait vous apporter un certain nombre d'informations sur la mobilisation de financement en faveur des petites entreprises? Après avoir donné plusieurs coups de téléphone aujourd'hui, à ce jour, à 7 heures, je n'ai aucune retombée, aucune prétention d'avoir des réponses positives. Je ne sais vraiment pas dans quel... je poserai des questions, j'écouterai, je ne sais pas comment je vais écouter, je ne sais pas comment faire. J'écouterai et puis je poserai des questions en fonction de ce qu'on me dira. Alors, parce qu'il faut prendre conscience que nous sommes dans une situation assez grave. Alors, Luc et Georges-Michel Karam, on a donc Joël Pied qui est en ligne, qui voulait apporter des précisions. Joël Pied. Oui, bonjour. Ouais. Oui, bonjour. Donc, vous indiquiez sur les messages sur Facebook que, en fait, 70% du CA de ces usines, justement, était surtout à l'export et que c'était là l'un des gros problèmes que vous rencontriez. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Merci donc de me permettre d'apporter une petite précision. Effectivement, la vraie problématique pour nous, c'est que le marché étant ce qu'il est, on sait qu'on a un petit marché, il consomme très certainement beaucoup en matière de poissons, mais il reste néanmoins insuffisant quand il s'agit de rentrer dans un processus industriel. La majeure partie des entreprises qui transforment le poisson, qui absorbent tout le surplus de la production qui n'est pas commercialisé sur le plan local, travaillent bien évidemment au marché de la restauration collective comme les cantines scolaires, etc., mais travaillent aussi pour une grande partie, donc j'ai effectivement 70%, donc à l'exportation. Et la difficulté dans le cadre de la crise, c'est que justement, quasiment tous les marchés, les cantines scolaires, la restauration, plus les marchés à l'export, sachant que les activités portuaires et les activités aéroportuaires sont fermés, ils sont inaccessibles. Tous ces marchés-là, même sur les marchés de destination, la mesure de confinement induit inévitablement des effets en termes de restriction de marché, de diminution
volume d'achat. Et la difficulté pour nous, c'est d'une part de stocker, parce que l'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte que pendant toute la crise, l'activité continue à fonctionner, que les navires continuent à fonctionner, pour ne pas rajouter une crise supplémentaire à une crise qui est déjà profonde et particulière. Donc, on n'a pas d'autre choix que de stocker. Et pour stocker, évidemment, il faut bien évidemment avoir donc la capacité. Donc, Georges Michel tout à l'heure disait qu'il n'y avait pas de difficulté en termes de volume de stockage ni en termes d'entrepôt. Par contre, il y a une vraie difficulté, c'est sur le plan de la trésorerie, puisque vous savez que la pêche n'arrête pas de traverser des crises. 2017 en est une, 2018 à nouveau avec toutes les procédures de régularisation des navires, des régulations administratives des navires qui a valu pratiquement l'arrêt de la flotte pendant pratiquement 1 an. Donc tous ces bouleversements-là, rajoutés à la crise Covid-19, font que depuis 3-4 ans, le secteur est en situation instable et ça pèse énormément. On n'est pas dans un contexte de sérénité dans le secteur de la pêche. Donc là, il faut des dispositions particulières. L'Union européenne donc a des dispositifs communautaires qui sont valables en France, mais pas en Guyane, parce que il y a tout un dispositif d'agrément préalable des espèces qui n'est pas encore valable pour nous en Guyane. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est l'application de ces dispositifs, bien évidemment, et puis donc profiter du fait de la crise pour en effet s'engager dans une logique de structuration qui nous permet de nous mettre à l'abri ou en tout cas de prévenir les prochaines crises en rendant ces dispositifs permanents. Donc bon, voilà, je vais pas prendre plus de temps au président donc pour qu'il s'exprime, mais la problématique elle est un peu là, et donc bien évidemment nous sommes au combat. Nous avons sollicité les parlementaires sur la question. Nous avons donc une réunion, comme l'a dit le président, demain après-midi avec le préfet, les différentes institutions bancaires, entre autres. Alors, on n'entend plus Joël Pied. L'application des dispositifs nationaux, mais aussi donc un dispositif de soutien local pour nous permettre effectivement donc de conforter nos entreprises et de continuer à maintenir notre mission d'alimentation de la population et de préservation des activités économiques déjà fragiles. Luc Germain, tu avais une question. Oui, je voulais savoir si les propositions, ou en tout cas les suggestions que vient de faire Joël Pied sont inscrites quelque part sur un document qui serait à verser aux propositions générales que sont amenés à faire l'ensemble des opérateurs économiques de Guyane. Ah oui, bien sûr, nous n'arrêtons pas, nous, depuis la crise. Alors bon, Agromer, comme je disais, c'est une association qui vient d'être portée sur ses fonds baptismaux. On a 2 mois d'existence à peine. On ne savait pas que nous allions être projetés dans la crise de façon aussi brutale et rapide. Mais l'objectif de l'organisation, c'était justement donc de regrouper tous les opérateurs de la seconde transformation, les opérateurs de la mise en marché aussi, parce qu'on oublie tous les acteurs de la commercialisation et de la valorisation, pour donc structurer les choses, d'apporter une expression commune et structurée et de planifier le développement de l'activité, de la valorisation. Donc tous les éléments que je vous dis là sont couchés dans différents courriers. Nous avons interpellé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, les parlementaires, les institutions sur la nécessité donc d'apporter une réponse structurée à la difficulté. Et effectivement, donc les contributions sont là, elles sont couchées. Nous avons eu, par exemple, une réunion avec Eurodome où nous avons fait remonter donc toutes ces problématiques que j'évoque sur le plan national, de façon à ce que le ministre de la Pêche et de l'Agriculture, dans sa démarche auprès de l'Union européenne, puisse tenir compte du fait qu'en Guyane, il y a une activité en souffrance et que malheureusement, il va falloir adapter les dispositifs communautaires à la situation. Donc oui, bien sûr, nous n'arrêtons pas depuis le début de la crise. Alors, deuxième question, est-ce que vous souscrivez, vous, à cette proposition qui serait d'effacer les dettes sociales et fiscales de toutes les petites et très petites entreprises de Guyane et d'outre-mer de manière générale? Écoutez, crise particulière, mesure exceptionnelle, nous ne serons pas compte. De toute façon, il faut bien qu'on se dise, là, on est dans une logique où il faut
préserver au maximum tout ce qui peut l'être et qui va nous permettre en fait de rebondir après la crise. Si par l'effacement des dettes sociales et fiscales, oui, il faudra le faire, il faut le faire, parce que c'est une disposition qui, par-delà le fait de financer le chômage, par-delà le fait de financer l'inactivité, va être une mesure efficace pour permettre aux entreprises de repartir, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait quand les choses vont repartir et à quel moment les marchés vont se stabiliser. Et c'est là la principale difficulté. Si nous savions que nous étions engagés pour 10 jours, 15 jours, oui, des dispositions particulières s'appliqueraient, mais là, nous sommes partis pour on ne sait pas quand. Peut-être quelques-uns parlent, dans le meilleur des cas, un rétablissement des marchés d'ici 6 mois. Question annexe. Sur, on sait que les eaux guyanaises sont pillées par les flottes étrangères. Est-ce que ne pensez-vous pas que le coronavirus pourrait accélérer ce processus? J'ai pas compris la question. Est-ce que? Oui. La question est, avec le coronavirus qui paralyse en partie l'activité, est-ce que vous ne pensez pas que les problèmes liés au pillage des ressources maritimes de la Guyane par les flottes étrangères ne risquent pas de se développer et de créer de nouveaux espaces, de nouveaux espaces pour la pêche illégale? Oui, le président Karam saura mieux répondre que moi à la question, mais il est évident que la question, elle se pose. Mais bon, là, je pourrais y répondre de façon plus longue dans un autre contexte. Mais justement, aujourd'hui, concrètement, Georges-Michel Karam, est-ce que vous avez constaté qu'il y a d'autres bateaux brésiliens, notamment, qui continuent à pêcher au large de la Guyane, en ce moment, pendant cette période de confinement? D'après les pêcheurs de Saint-Georges, et les pêcheurs de... écoutez, merci de m'avoir écouté. Je raccroche et j'écoute. Oui, d'accord. Merci Joël. Avec beaucoup d'attention. Merci Joël Pi. À bientôt. Oui. Merci. Il semblerait que ce seraient des petites flottilles qui viennent ravitailler les communes. Nous avons un très gros problème, alors qu'il est, c'est sur la commune de Saint-Georges, où les bateaux brésiliens qui viennent voler chez nous viennent revendre leurs poissons directement sur le marché local. Ça, je l'ai fait remonter déjà au préfet. J'ai eu comme réponse, faut porter plainte à la police municipale, ensuite aller voir le maire avec la plainte. Et à ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Mais il faut savoir que non seulement ils viennent piller nos eaux, mais ils viennent revendre le propre poisson qu'ils ont volé chez nous sur notre marché. Bon, c'est... Même en ce moment? Même en période de confinement? Non, samedi, c'était ça. Samedi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, c'était ça. J'ai eu Marc Dos Santos qui fait partie de mon bureau et qui est un pêcheur et qui est le responsable de la pêche locale, disons, de Saint-Georges, où est-ce qu'il m'a très bien fait. Il a discuté avec ma secrétaire, Madame Nicolas, et Monsieur Brandon Leclerc, qui est un technicien avec qui, au CRPM, avec qui nous travaillons très, très étroitement. Il y a des problèmes. Sur le marché surinamais, j'ai pas eu d'appel, mais je sais que juste avant le coronavirus, où est-ce qu'on avait interdit de circuler et tout ça, il y avait des flottes qui étaient devant la fusée Ariane. J'ai tout transmis à l'ADM, au nouveau responsable, et il m'a dit qu'il s'en occupait, et je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse à ce sujet. Mais il faut savoir, coronavirus ou pas coronavirus, chez eux, ils sont en toute liberté. Ils font ce qu'ils veulent. Ils bougent, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils circulent, alors que nous sommes confinés. Bon, c'est vrai, là, je me suis permis de venir pour pouvoir faire un éclaircissement sur ce secteur de la pêche, parce qu'il faut savoir que faut que la population sache ce qui se passe vraiment, parce que moi, en toute équité, je veux être clair dans tous mes propos, pour qu'il ne puisse pas avoir de retombées par derrière. La pêche illégale, elle est là. Chez eux, il faut... À ces propos, M. Georges Karam, est-ce que l'effort de l'État en matière de surveillance de la pêche et de la protection de la pêche de l'eau, est-ce que cet effort-là se poursuit? Oui. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? Oui, je ne peux pas dire le contraire. Ils ont pris conscience. Je ne peux pas dire le contraire. Seulement, on n'a que deux
on a 5 bateaux, 351... Hein, on a 5 bateaux. Alors Ganabo, Irakubo, le fameux La Confiance, l'autre, je ne connais pas son nom, et le bateau des douanes. Nous avons 5 bateaux en Guyane capables de surveiller les côtes de Guyane. Seulement, toujours la même politique depuis 20 ans. C'est quand on surveille la fusée. Mais je ne peux pas dire ça. Je ne peux plus dire que l'État français ne fait rien. Elle fait quelque chose. C'est peut-être pas suffisant, mais il y a des choses qui sont faites. Ils essayent politiquement de voir. Ils essayent d'avoir des réunions entre eux pour pouvoir voir. Mais de toute façon, il faut savoir qu'un bateau, quand il part du Brésil, il est pirate. Quand il revient avec une cargaison, il est coopérateur. Donc quand vous avez compris ça, vous avez compris tout. Au Suriname, c'est pareil. À ce propos, pour changer de registre, est-ce que le problème lié au sargasse qui pose une vraie difficulté pour les pêcheurs, est-ce qu'il fait partie du plan, enfin, est-ce qu'il fait partie des axes sur lesquels vous souhaitez intervenir, notamment au titre des mesures d'urgence? Et là aussi, avez-vous rédigé un certain nombre ou préparé un certain nombre d'orientations ou de propositions répondant à cette demande? Pour cette année, pour l'année 2020, sargasse n'existe pas. Il n'y en a pas. On n'en a pas vu, ou très peu. Il n'y a pas de sargasse? Il n'y a pas. D'accord. Vous en avez vu sur les plages? Il n'y en a pas. Oui, j'en vois, moi j'en vois sur les plages, mais bon, peut-être. Deux petits machins, 2-3 petits trucs. C'est plus les radeaux de sargasse qu'on avait en 2019 et en 2018. Ben, tant mieux. Alors. Des radeaux, c'était des radeaux. Oui. Donc, mais pour l'instant, là, ce qu'il y a en Guyane en tant que sargasse n'est pas une problématique pour empêcher aux armements de pêcher. Je pense que dès que les armements vont commencer à les voir arriver, ils vont ralentir sur leur sortie, parce que les sargasses, ça fait du mal aussi au filet. Monsieur Karam, Monsieur Pied vient d'évoquer l'une des problématiques de la pêche guyanaise. Elle n'est pas d'aujourd'hui non plus. C'est aussi sa restructuration, son organisation dans une filière qu'il estime être peut-être plus cohérente ou plus efficace dans la relation entre ces différents éléments. Est-ce que le coronavirus n'est pas l'occasion, à défaut d'être une opportunité, l'occasion de repenser complètement la politique et la stratégie de la pêche en Guyane? Comment appelle-t-on ça? Les dispositifs sont là. Le CRPM existe, il travaille. Il y a des commissions qui travaillent. Il y en a une qui travaille énormément d'ailleurs. Nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, aussi bien lotis que mais nous n'avons pas les avantages que les pêcheurs de l'Hexagone. Nous sommes pareils. Là, il y avait une remise aux normes, il y avait une formation également des capitaines, tout ça. Tout a été fait. Là, tout est opérationnel, on est conforme aux réglementations. Non, on n'est pas conforme, il manque. Parce que quand vous avez 75 bateaux à 4 personnes sur les bateaux, d'accord, ça fait 4 x 7, 28, ça fait 280 personnes. Mais c'est toujours en cours, en tout cas. C'est fait. C'est déjà fait, d'accord. L'année dernière, il y en a eu 200. Alors, cette année, 220. Joël Pied continue à contribuer à notre débat et notre réflexion. Il dit comment occuper l'espace maritime. En fait, pour ralentir le pillage, il faudrait augmenter le nombre de flottilles. Je suis d'accord avec lui, parce que vous ne pouvez pas faire de la pêche à la crevette avec 7 bateaux. Il ne faut pas oublier qu'en 1997, il y avait 101 bateaux sur les quais de Larivo. Ensuite, c'est passé à 67. De 67, c'est tombé à l'heure qu'il est, ils sont bateaux prenant la mer, ils sont 7. Et il y a 351 km de côte. Et la crevette, elle se chasse. Parce que c'est les bateaux, quand ils tournent, après ils prennent leur radio, crevette, je ne veux pas parler exactement comme eux. La crevette, elle est là, venez, et tout le monde prend et se rassied. Ça fait son lot de crevettes, son bateau, et puis il rentre. La crevette ne se passe pêcher. Mais maintenant, dans la conjoncture actuelle, avec le prix d'un bateau, le prix
le prix du carburant et tout ça, certaines personnes avec qui je discute disent non, c'est pas rentable. On vous a bien dit, il n'y avait pas de crevettes, il n'y avait pas de crevettes, alors qu'il y a des crevettes. Bien sûr, ce ne sont pas des grosses crevettes, ce sont des 60-80, la majorité. La 60-80, ça ne vous permet pas de tirer vos dépenses et faire des bénéfices, quoi. C'est limite, quoi. On sort, on prend beaucoup de crevettes, mais c'est pas rentable, quoi. Monsieur Gamme, le rapport Deloitte préconise le renouvellement de la pêche crevettière que vous évoquez, au moins 6 à 8 navires, avec la mobilisation d'un financement de 30 millions d'euros. Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui à l'ordre du jour à porter, ou est-ce qu'on est dans l'ordre de la fiction? Ça dépend où vous construisez le bateau. Si vous le construisez en Chine, il y aura peut-être une petite vision. Si vous le construisez aux États-Unis, c'est foutu. Et si vous allez le construire en Europe, alors là, c'est la catastrophe. Nous sommes penchés sur ce problème aussi. Et il y a une commission au sein du CRPM, qui travaille sur la modernisation de la flotte. Quand on vous propose, nous avions pris un cabinet qui nous proposait des bateaux de pêche artisanale de 12 mètres de long, de 4 mètres de large, à 500 000 euros, en vendant du poisson, du mâchoiron, dans la majorité. Nous avions pris le mâchoiron 1,50 €. Il faut le rentabiliser, et il ne faut pas oublier, on vous fait avoir un bateau, mais c'est clé en main. Vous avez 50% d'aide. C'est-à-dire, sur 500 000 euros, vous devez apporter 250 000. Et 250 000 euros avec un poisson à 2 € du kilo, faudra trouver une bonne banque et avoir de bonnes garanties, ou est-ce qu'ils vont vous demander de mettre votre vie en gérance? Oui, parce que Georges Karam, vous indiquiez tout à l'heure qu'effectivement, manifestement, il n'y a pas lieu d'imaginer une restructuration, un renouvellement de la politique ou de la stratégie de la pêche, mais on voit bien que un peu partout, les propositions qui sont faites sont liées à ça, quand même. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, une interrogation à avoir? Mais c'est une interrogation. Notamment, alors, et sur le prix de marché, de poisson. Enfin, tout le monde estime aujourd'hui. Oui. Non, mais aujourd'hui, en Guyane, on estime. Certains estiment que les pêcheurs, tant que les prix resteront à ce niveau-là, c'est un niveau qu'on estime relativement faible, ils ne pourront pas escompter faire les marges qui leur permettraient de réinvestir dans du matériel pour faire évoluer la pêche. Est-ce que ça vous paraît pertinent, ou est-ce que vous croyez on ne peut pas augmenter le prix du poisson? Bon, on peut toujours augmenter le prix du poisson. C'est le après. On peut toujours augmenter le prix du poisson si vous avez des personnes qui l'achètent à un bon prix après. Sans pour cela leur mettre un couteau sous la gorge et une corde autour du cou. Mais on peut toujours augmenter le prix du poisson de manière à ce que l'artisan puisse pêcher chez Cherche Sociale, payer ses moratoires et puis faire vivre sa famille. Personne. Le problème qu'il y a, c'est que, alors vu que l'Europe a eu la très bonne idée d'aller construire des usines européennes, aussi bien au Suriname qu'au Brésil, qu'à Georgetown, qu'au Venezuela, et alors excusez-moi l'expression, on est bien embêté, et encore le mot embêté est petit, avec ces pays voisins qui nous volent, ils nous volent notre poisson et qui vont le revendre sur le même marché que nous. Et comme je dis tout le temps, les Antilles, par exemple, j'ai fait une demande auprès de la Commission européenne, auprès de la France, auprès de la France, d'après la Commission européenne, pour pouvoir aller pêcher le thon, les dorades coryphènes, le marlin. Ce sont des poissons à haute valeur ajoutée. C'est entre 20 et 60 €, tout dépend de la qualité du thon en frais. Parce que c'est un poisson qui doit être gras, pas trop gras, la couleur de la chair et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est un poisson à haute valeur ajoutée. La DPMA, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été demandée au comité national de donner son avis. Les Guadeloupéens et Martiniquais ont dit qu'on va déstabiliser leur marché. Donc, ils doivent donner un avis défavorable. Et puis, en plus de ça, ils ont pris comme argument que tous les poissons qui débarquent chez eux viennent de la Guyane, des bateaux vénézuéliens. Alors que nous savons pertinemment que les bateaux qui débarquent en Guyane, parce que j'ai vu le responsable de la DPMA au comité national, et je lui ai demandé d'expliquer. Le comité national n'est qu'un vote
prépondérant. Ce n'est pas un vote qualifié. C'est-à-dire qu'il donne un avis. Et malgré cet avis, qui n'est que, à mon avis, facultatif, on bloque la Guyane pour aller pêcher. C'est vrai, nous n'avons pas les bateaux, mais ce n'était qu'une pêche expérimentale pour savoir, sur 1 an ou 2 ans, pour savoir si on pouvait aller, quand est-ce qu'il fallait pêcher, à quel moment il fallait pêcher. Donc on est conscient de notre biotope. On est bloqué à cause de ces messieurs. Excusez-moi, mais... Georges-Michel Karam et Luc, il nous reste 1 minute d'émission. Donc, combien 1 minute. Je vous invite à la conclusion. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble sur cette question. Non, moi, Georges-Michel Karam, je voulais vous remercier d'avoir répondu à nos questions. Mais celle qui nous taraude, c'est au fond de savoir à quel prix peut-on sauver la pêche de Guyane. C'est une question générale, je le sais, mais au moins quelques prémices avant les prochaines réunions qui vous attendent. Est-ce que c'est au prix de perte de la disparition de la moitié des pêcheurs qui ne sont pas en règle? Quel est-il? Ça ne m'arrangerait pas du tout de voir des entreprises fermées, déposer des bilans, faire faillite. Non, pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui se battent depuis 40 ans pour pouvoir avoir ce qu'ils ont. Et au moment où ils ont ce qu'ils ont, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir, à cause de la fermeture des ports, les cantines ne fonctionnent pas et tout ça. Ils ne peuvent pas vendre le poisson et tout ça, et ça va créer des problèmes. J'ai demandé au préfet personnellement de trouver une solution pour moi. J'ai demandé au président de la CTJ de faire le maximum pour moi, parce que je compte énormément sur le président Alexandre pour pouvoir voir comment ça va faire. Je compte aussi sur M. Patient qui normalement est dans le monde financier et devrait pouvoir, avec les 45 milliards qui ont été mis en place, pouvoir essayer de grappiller quelques millions pour pouvoir faire flotter le seul département où c'est encore de la production conséquente. Et je compte aussi sur Antoine Karam qui m'a toujours soutenu dans les propos du secteur de la pêche et qui fait le maximum auprès de Mme Girardin pour voir comment on peut avancer. Le but de l'histoire, c'est de sauver la pêche. Je vous dis bien, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de sauver la pêche, sauver les entreprises et, comme dirait un vieux monsieur, sauver papa, maman et les enfants pour ne pas avoir encore sur le territoire encore des personnes qui vont être mises au chômage. Ça n'arrange pas les choses, quoi. C'est pas 2-3 millions qui vont foutre l'État français en faillite. Voilà. Merci Georges-Michel Karam. Merci d'avoir été avec nous. À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre.